Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier le philosophe antique Anaximandre de Milet. Anaximandre de Milet, vécu, entre l'an 610 et l'an 546 avant Jésus-Christ, est un philosophe et savant grec pré-socratique. On suppose qu'il succéda à Thalès, comme maître de l'école milésienne, et il aurait eu Xénophane, Pythagore et Anaximène parmi ses élèves. Anaximandre est le premier grec connu à avoir tenté de décrire et expliquer l'origine et l'organisation de tous les aspects du monde d'un point de vue, que l'on qualifie rétrospectivement de scientifique. Nombre de philosophes et commentateurs contemporains estiment pour cette raison que les théories d'Anaximandre représentent une étape essentielle et révolutionnaire de l'histoire des sciences. Anaximandre passe également pour le premier philosophe à avoir consigné ses travaux par écrit, mais seules quelques phrases sont parvenues jusqu'à nous. Les témoignages antiques permettent de se faire une idée de leur nature et de leur étendue, qui couvre la philosophie, l'astronomie, la physique, la biologie, la géométrie et la géographie. Biographie. Anaximandre, fils de Praxiadès, est né à Milet durant la 3e année de la 42e Olympiade, en 610 avant Jésus-Christ. Selon Apollodore d'Athènes, il était âgé de 64 ans dans la seconde année de la 58e Olympiade, 547-546 avant Jésus-Christ, et il mourut peu de temps après. Il aurait ainsi connu son apogée aux environs de l'époque de Polycrate, tyran de Samos, 538-522 avant Jésus-Christ. Compatriote et élève de Thalès, il semble également qu'il fut l'un de ses parents, selon la Souda. La mort d'Anaximandre serait contemporaine de la naissance d'Héraclite VI. Dans ses discours, Thémistio mentionne qu'Anaximandre aurait été le premier des Grecs connus à publier un ouvrage écrit sur la nature et, par ce fait même, ces documents auraient été parmi les premiers textes grecs écrits en prose. Il n'existe pourtant aucune mention de ces textes avant Aristote, et, pour cette raison, l'on suppose parfois que, du temps de Platon, sa philosophie était tombée dans l'oubli. C'est Aristote qui l'aurait redécouverte, et c'est à Aristote, à Théophraste et à quelques doxographes, que l'on doit les fragments qui nous restent. Théophraste a écrit qu'Anaximandre est le premier à nommer monde l'univers. Les vies, doctrines et sentences des philosophies illustres de Diogène Laërce rapportent qu'ayant appris que les enfants se moquaient de lui quand il chantait, il aurait répondu qu'il lui faudrait alors apprendre à mieux chanter, pour les enfants. D'après Zélien, les Milésiens l'auraient chargé de diriger une colonie vers Apollonie du Pont, sur la côte thrace du pont Euxin, ce qui laisse penser qu'il fut un citoyen d'une certaine notoriété. En effet, les histoires variées expliquent que les philosophes laissaient parfois le confort de leurs pensées pour s'occuper d'affaires politiques. Il est donc fort probable qu'il y fut envoyé à titre de législateur pour y apporter une constitution, ou encore pour y maintenir le pouvoir parmi les origines de toutes choses. Les premiers philosophes grecs cherchaient l'origine ou principe des choses. Anaximandre aurait été le premier philosophe à employer le terme grec pour désigner l'objet de cette recherche. Celui-ci signifiait jusqu'alors le commencement, l'origine. À partir d'Anaximandre, il ne s'agit plus seulement d'un point dans le temps, mais d'une origine perpétuelle, qui engendre continuellement ce qui lie. Ce principe des choses est pour Anaximandre, infini ou illimité. Hippolyte de Rome, 1-5, et plus tard Simplicieux attribue à Anaximandre la paternité de l'usage de ce mot pour désigner le principe originel. L'apeiron. En suivant et résumant les témoignages qui nous sont parvenus, on peut dire qu'Anaximandre plaçait l'apeiron comme substance ou principe origine, source, réceptacle de tout, éternel et indestructible, la cause complète de la génération et de la destruction de tout. 15. Pour Anaximandre, le principe des choses n'a rien de déterminé, il n'est pas un des éléments, comme c'était le cas chez Thalès. Pas plus qu'il ne s'agit de quelque chose d'intermédiaire entre l'air et l'eau, ou l'air et le feu,
plus dense que l'air et le feu, et plus subtil que l'eau et la terre. Le raisonnement sous-jacent à cette conception d'Anaximandre du principe de toute chose, semble pouvoir être reconstitué de la manière suivante: tout ce qui devient un commencement, une fin, en bref des limites spatio-temporelles, ce qui a un commencement et une fin, ne peut être la cause éternelle de tous les êtres. Donc seul ce qui est illimité et indéterminé, peut être une cause universelle, indestructible et permanente. Difficulté d'interprétation. Le terme éperon a donné lieu à de nombreuses interprétations, depuis Aristote jusqu'à aujourd'hui. Les différentes traductions possibles du mot grec, en français par exemple, infini, indéfini, indéterminé, illimité, illustrent les incertitudes liées à cette notion. Si l'ensemble des commentateurs s'accordent sur quelques traits généraux, les discussions de détail ne permettent pas de décider de manière certaine de ce que voulait dire Anaximandre. Pour expliquer cette impossibilité de déterminer la pensée exacte d'Anaximandre, certains commentateurs soulignent que les sources ne sont pas seulement rares, elles ne sont pas cohérentes, et un témoignage peut même se contredire lui-même, comme si les anciens lecteurs d'Anaximandre éprouvaient de la difficulté à le comprendre. Quelques commentateurs avancent à ce sujet que c'est peut-être finalement la pensée même d'Anaximandre, qui est intrinsèquement incertaine et confuse, et que cette partie métaphysique de son œuvre est loin d'avoir la même valeur que ses contributions scientifiques. Étymologie. L'étymologie du mot grec apeiron est elle-même sujette à discussion. Ces discussions sont particulièrement importantes dans la mesure où il s'agit d'une part de savoir comment le mot était utilisé du temps d'Anaximandre, et d'autre part de comprendre l'usage spécifique en fait Anaximandre. Selon l'étymologie la plus courante, apeiron vient de pera, la limite, auquel est joint le préfixe privatif a. L'apeiron serait donc ce qui est privé de limite, par exemple de limite dans l'espace ou dans le temps. Selon une autre étymologie, apeiron vient de perao, traverser, parcourir, et signifierait donc ce que l'on ne peut traverser. Il n'y a pas obligatoirement, dans ce cas une idée d'absence de limite, et apeiron ce qui peut se parcourir, mais qui est par exemple trop vaste, pour qu'on en puisse découvrir le terme. L'utilisation de ce mot et de mots de la même famille chez d'autres auteurs grecs précédant Anaximandre, nous éclaire sur cette seconde étymologie. Ainsi, chez Homère, la mer est-elle apeiron, autrement dit, la mer est vaste, et donne l'impression d'une grandeur qu'un homme ne peut parcourir d'un bout à l'autre, ce qui est le cas également de l'immensité sans fin de la terre. La mer et la terre n'en sont pas moins des réalités limitées vaines. Dans le même ordre d'idées, le mot peut qualifier des sphères et des cercles que l'on peut parcourir sans parvenir jamais à une fin. L'apeiron est illimité. Conformément à la première étymologie du mot, l'apeiron ne possède pas de limite. Cette absence de limite peut être comprise de manière quantitative ou qualitative. Selon une interprétation quantitative de la notion de limite, cela peut signifier deux choses: qu'il n'a pas de contour précis et qu'il est immense, c'est-à-dire qu'il est infini en grandeur, spatialement. Ainsi, pour Abel Ray, il s'agit d'un flou indéfiniment plastique, et immense en même temps. Pour Kant, de manière semblable, c'est une masse immense et inépuisable, qui s'étend à l'infini de tous côtés. L'illimité est ce que nous appelons l'espace infini. Dans cette dernière interprétation, on peut noter que l'espace et la matière sont conçus conjointement. Cette compréhension quantitative de l'apeiron est cependant jugée insuffisante, dans la mesure où elle ne tiendrait pas compte de l'illimitation qualitative de l'apeiron, c'est-à-dire de son indétermination déjà perceptible dans l'idée qui n'a pas de contour. L'apeiron est indéterminé. Selon une interprétation qualitative de la notion de limite, l'apeiron est dépourvu de limite interne, et non pas seulement de contour, c'est-à-dire de limite externe 24. Il n'y a pas en lui de distinction, telle que celle qui existe entre des objets de différentes natures, et il ne peut ressembler à rien de déterminé,
comme les éléments. Il n'y a donc rien qui le définirait, et il n'est d'aucune sorte ou genre. L'apeiron est inengendré. En tant que principe de tout, l'apeiron ne peut provenir de rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas lui-même de principe et qu'il est inengendré. Il n'a donc pas non plus de commencement, qui serait une ligne temporelle, et il n'a pas de fin pour la même raison. Il est de ce fait qualifié d'immortel et d'impérissable, d'éternel et sans âge, ce qui souligne son caractère originel. L'apeiron existe de tout temps, son existence est permanente. L'apeiron est cause génératrice. Inengendrée et éternelle, l'apeiron est la cause permanente de toutes les autres choses, de leur naissance comme de leur destruction. Se pose alors ici la question de savoir comment Anaximandre concevait la relation entre le principe, et les choses dont il est le principe, question qui soulève deux problèmes. L'apeiron est-il immanent au devenir ou distinct de lui? Comment l'apeiron engendre-t-il les choses? Deux solutions très différentes ont été proposées pour résoudre le premier problème. La première solution possible, dont on trouve l'origine chez Aristote 28, consiste à dire que l'apeiron est un mélange des opposés et qu'il est donc immanent au devenir, qu'il en est la matière. Cette interprétation est soutenue au XXe siècle par Guthrie pour qui l'apeiron n'a pas de qualité propre, selon l'idée que le principe est qualitativement indéfini, mais contient en lui toutes les qualités qui se sépareront de lui par la suite, et qui formeront le devenir. Cette interprétation est soutenue également par Abel Récan, cité dans une section précédente, pour qui l'apeiron est une quantité de matière informe et illimitée. Toutefois, plusieurs commentateurs proposent une deuxième solution, en soutenant que l'apeiron doit se distinguer intrinsèquement de ce qu'il produit. Il n'a rien de matériel, ne contient pas littéralement ce qu'il produit, car, n'étant pas qualitativement défini, il n'en est pas composé. Il n'est donc ni un mélange ni un intermédiaire entre les éléments 31, et il ne sera pas plus l'espace infini que la matière, de même qu'il n'existera pas dans le temps, puisqu'il est l'origine de toutes ces choses. Selon cette interprétation, puisque l'apeiron est une cause génératrice, on ne saurait le confondre avec un quelconque substrat matériel. Cette dernière interprétation conduit au second problème. Si l'apeiron n'est rien de matériel, comment Anaximandre peut-il en faire une cause génératrice des choses? En tant que tel, ce principe ne peut faire en effet l'objet d'une connaissance déterminée. Comment dans ce cas pourrait-il être un principe d'explication de ce qui est? C'est la description de la formation de l'univers, c'est-à-dire la cosmologie, qui va permettre de voir plus en détail ce qu'il en est de ce problème de l'engendrement des choses. Description du monde. Cosmologie. Eudème, dans ses livres sur l'astronomie, raconte qu'Onopide a trouvé le premier, l'obliquité du zodiaque et reconnu l'existence de la grande année. D'après lui, Thalès a fait voir que les éclipses de soleil, et les retours de cet astre au solstice, n'arrivent pas toujours après le même temps. Anaximandre prétend que la Terre est suspendue dans l'espace et se meut autour du centre du monde. Anaximène a montré que la Lune reçoit la lumière du Soleil et de quelle manière elle s'éclipse. D'autres ont ajouté de nouvelles découvertes à celle-là, que les étoiles se meuvent autour de l'axe immobile qui passe par les pôles, que les planètes se meuvent autour de l'axe perpendiculaire au zodiaque, et que l'axe des étoiles et celui des planètes s'écartent l'un de l'autre, du côté du pentédécagone, et par conséquent d'un angle de 24 degrés. Point. La construction d'une cosmologie utilisant des hypothèses explicatives non mythologiques, comme l'apeiron distingue Anaximandre des auteurs de cosmologie antérieure. Il témoigne de la démythification de la démarche généalogique. La composition du plus ancien ouvrage en prose sur l'univers et les origines de la vie, qui constitue la majeure contribution d'Anaximandre, lui valut d'être parfois désigné comme le père de la cosmologie ou fondateur de l'astronomie. Toutefois, le pseudo-Plutarque précise qu'il considère que les astres sont des dieux célestes. Genèse du monde.
À partir de l'Apeiron, Anaximandre explique comment se forment les 4 éléments de la physique ancienne, l'air, la terre, l'eau et le feu, et, sous leurs interactions, comment se forme la terre et les êtres qui l'habitent. Il relie en outre l'engendrement non pas à l'altération de l'élément, mais à la séparation des contraires à travers le mouvement éternel. Selon Anaximandre, l'univers tire son origine de la séparation des contraires de la matière primordiale. Le processus par lequel la substance originaire s'est différenciée est chez lui une sorte de tourbillon, semblable à ceux qu'on observe dans un cours d'eau. Ce tourbillon a opéré un processus de séparation et de triage. Ainsi, le chaud se déplaça vers le haut, se séparant du froid, et ensuite le sec se sépara de l'humide. De la dessiccation d'une matière humide, peut-être terreuse, naissent des vivants, l'homme étant le produit final d'une évolution à partir d'animaux aquatiques. Il soutenait également que toute chose qui meurt, retourne à l'élément dont elle est issue, Apeiron. La seule citation d'Anaximandre, qui nous soit parvenue porte sur ce sujet. Elle a été rapportée par Simplicius, et décrit les changements équilibrés et réciproques des éléments, ceux d'où il y a génération des entités, en cela aussi se produit leur destruction, selon la nécessité, car elles se rendent les unes aux autres justice et réparation de leur injustice, selon l'assignation du temps. Ce fragment textuel, décrivant le grand mouvement à l'œuvre dans l'univers, curieusement n'est pas sans rappeler en partie les propos d'Héraclite. Cette similitude syntaxique lointaine semble indiquer la volonté de décrire le monde par une prose mêlée de tours poétiques, vaguement prophétiques. La ponctuation n'existe pas en grec ancien, et les citations se fondent habituellement sur le contexte. Il est donc souvent difficile d'en déterminer le début et la fin. On considère néanmoins généralement, qu'il ne s'agit pas là de l'interprétation de Simplicius, mais bien, comme il l'écrit, des termes quelque peu poétiques d'Anaximandre. D'après ce fragment, une part de la régularité et de l'équilibre de l'alternance présente dans la nature, été hiver, peut-être, était attribuée à la justice, non pas la justice de Zeus, mais une relation interne entre les puissances en lutte entre elles. L'idée du retour à l'élément d'origine, fut souvent reprise par la suite, notamment par Aristote, Métaphysique, 1, 3, 983 B8, 11, Physique, 3, 5, 204 B33, 34, ou par Euripide, ce qui vient de la terre doit retourner à la terre, les suppliantes, vers 532. Elle rappelle même l'expression judéo-chrétienne, tu es né poussière et tu retourneras à la poussière. Représentation de l'univers. Anaximandre fut le premier à concevoir un modèle mécanique du monde. La Terre flotte en équilibre, immobile au centre de l'infini, sans être soutenue par quoi que ce soit. 4. Elle demeure au même endroit à cause de son indifférence. Il expliquait en effet l'immobilité de la Terre au milieu du cosmos par la symétrie de la position qu'elle y occupe, qui ne lui donne aucune raison de se déplacer d'un côté plutôt que d'un autre, point de vue considéré comme étant ingénieux, mais faux par Aristote dans son traité du ciel. 2, 13. Sa forme curieuse est celle d'un cylindre, dont la hauteur est le tiers de son diamètre. La partie plane du dessus forme le monde habitable entouré d'une masse océanique circulaire. Un tel modèle cylindrique permettait de concevoir que les astres aient pu passer en dessous. Cette représentation est novatrice par rapport à l'explication de Thalès d'un monde qui flotte sur l'eau. La thèse d'Anaximandre que la Terre est suspendue dans le ciel, sans aucun support, est considérée comme la première révolution cosmologique, et un point de naissance de la pensée scientifique. Karl Popper appelait cette idée, l'une des idées les plus audacieuses, les plus révolutionnaires, les plus prodigieuses de toute l'histoire de la pensée humaine, car elle ouvre la voie à Aristarque et Copernic, et anticipe dans une certaine mesure Newton. À l'origine, après la séparation du chaud et du froid,
se forma une boule de flamme qui entoura la terre comme l'écorce d'un arbre. Cette boule se déchira pour former le reste de l'univers. Celui-ci ressemblait à un système de roues creuses concentriques emplies de feu et aux parois percées d'une bouche, comme le trou d'une flûte. De la même taille que la Terre, le Soleil était donc le feu que l'on voyait à travers un trou sur la roue, la plus éloignée, et une éclipse correspondait à la fermeture de ce trou. Le diamètre de la roue solaire égalait 27 fois celui de la Terre, 28, selon les sources, et celui de la Lune dont le feu était moins intense, 18 fois, ou encore 19. Son trou avait la capacité de changer sa forme, expliquant ainsi les phases lunaires. Les étoiles et les planètes, plus rapprochées, étaient conçues sur le même modèle 45. Il fut ainsi le premier astronome à considérer le Soleil comme une masse énorme et par conséquent, à réaliser à quel point celui-ci pouvait être éloigné de la Terre 46. Il était aussi le premier à présenter un système où les astres tournaient à des distances différentes. D'ailleurs selon Diogène Laërce, il construisit une sphère céleste. Cette réalisation lui permit sans doute d'être le premier à établir l'obliquité du zodiaque, comme l'affirme Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, 2:8. Il est beaucoup trop tôt pour parler ici de l'écliptique, mais les connaissances et les travaux d'Anaximandre sur l'astronomie confirment qu'il devait avoir observé l'inclinaison de la sphère céleste par rapport au plan terrestre pour expliquer les saisons. La mesure exacte de l'obliquité, d'après Zaïtiu, 2:12, reviendrait à Pythagore. Pluralité des mondes. Selon Simplicius, Anaximandre suggérait déjà, comme Leucippe, Démocrite et plus tard Épicure, la pluralité des mondes. Ces penseurs supposaient qu'ils apparaissaient et disparaissaient pendant un temps, que certains naissaient quand périssaient d'autres. Et ils affirmaient que ce mouvement était éternel, car sans mouvement, il ne peut y avoir ni génération ni destruction. Indépendamment de Simplicius, Hippolyte, Réfutation, 1:6, rapportait qu'Anaximandre disait, que le principe des êtres émane de l'infini, duquel proviennent les cieux et les mondes. Nombreux sont les doxographes qui ont fait état de l'usage du pluriel, quand ce philosophe fait référence aux mondes en eux, 48, qui sont souvent en quantité infinie. Cicéron spécifie en outre que le philosophe associe des dieux différents au monde d'innombrables qui se succèdent 49. Cette théorie rapprocherait Anaximandre des atomistes et des épicuriens qui, plus d'un siècle plus tard, affirmèrent également qu'une infinité de mondes apparaissaient et disparaissaient. Il y eut au cours de l'histoire intellectuelle grecque des penseurs qui soutinrent l'idée d'un monde unique, Platon, Aristote, Anaxagore et Archéléo de Milet, mais d'autres concevaient plutôt l'existence d'une série continue ou non de mondes successifs, Anaximène, Héraclite, Empédocle et Diogène d'Apollonie. Sans tirer de conclusion sur la ligne de pensée d'Anaximandre que l'on connaît trop peu, on peut supposer une relation entre son concept de l'apeiron, indéfini dans le temps, et l'infinité des mondes. Déjà, il posait des hypothèses qui sont encore aujourd'hui le sujet d'innombrables spéculations. Origine de la vie. Anaximandre s'interrogea sur la naissance de la vie, et spécula sur l'origine de la vie animale. Prenant acte de l'existence des fossiles, il affirma que dans un lointain passé, les animaux naquirent de la mer. Il disait aussi que les premiers animaux naissaient entourés d'une écorce épineuse, mais qu'en avançant en âge, l'écorce séchait et se rompait. Par l'action du soleil sur l'humidité, des terres sont apparues et l'homme dut avec le temps s'y adapter. Sans serein écrit, Anaximandre de Milet estimait que de l'eau et de la terre réchauffée, étaient sortis soit des poissons, soit des animaux tout à fait semblables aux poissons. C'est au sein de ces animaux qu'ont été formés les hommes, et que les embryons ont été retenus prisonniers jusqu'à l'âge de la puberté, alors seulement, après que ces animaux eurent éclaté, en sortirent des hommes et des femmes désormais aptes à se nourrir. Sur le jour natal, 4, 7.
Traduction de J. Mangeard, Paris, 1843. Il avança aussi l'idée selon laquelle les hommes avaient dû passer une partie de cette transition dans la bouche de gros poissons pour se protéger du climat jusqu'à ce qu'ils puissent regagner l'air libre et perdre leurs écailles. Ces conceptions pré-darwiniennes peuvent paraître étranges au regard des connaissances et des méthodes scientifiques modernes, car elles proposent des systèmes d'explication très complets de l'univers au moyen d'hypothèses audacieuses et difficiles à vérifier. Elles témoignent toutefois de la naissance d'un phénomène que l'on a parfois appelé le miracle grec. Certains hommes se mettent à tenter d'expliquer la nature du monde non par le recours au mythe ou à la religion, mais par des principes matériels. On pourrait dire qu'il s'agit déjà là du principe fondamental de la pensée scientifique, même si les méthodes de la recherche se sont considérablement transformées depuis lors. Phénomènes météorologiques. Anaximandre expliquait des phénomènes, tels que le tonnerre et les éclairs, par l'intervention des éléments et non par des causes divines. Le tonnerre serait le son produit par le chaume de nuages sous l'action du vent, la force du son étant proportionnelle à celle du choc. Si on sent qu'il éclaire, c'est parce que le vent est trop faible pour produire une flamme, mais assez fort pour produire un son. L'éclair, quant à lui, serait une secousse d'air qui se disperse, et tombant permettant à un feu peu actif de se dégager et la foudre, le résultat d'un courant d'air pluvial et dense. Il considérait que la mer était ce qui restait de l'humidité originelle. Selon lui, la Terre avait autrefois été entourée d'une masse humide, dont l'évaporation d'une partie sous l'effet du soleil causa les vents et même la rotation des astres, comme si ceux-ci devaient aux vapeurs et aux exhalaisons marines, leur mouvement en tentant de suivre les endroits où elles sont plus abondantes. Pour lui, la Terre s'asséchait lentement et l'eau ne subsistait que dans les régions les plus profondes, qui elles aussi seraient un jour sèches. Si l'on se fie aux météorologiques, 2, 3, d'Aristote, Démocrite partageait aussi cette opinion. De manière analogue, Anaximandre expliquait la pluie comme un produit de l'humidité pompée de la terre par le soleil. Activité scientifique. Cartographie. Strabon et Agathémère, deux géographes grecs très postérieurs à Anaximandre, affirment au début de leurs ouvrages sur la géographie que, selon Ératosthène, Anaximandre avait été la première personne à publier une carte du monde. Hécatée se serait inspiré de son dessin pour en produire une plus précise. Strabon considère Anaximandre et Hécatée comme les deux premiers géographes après Homère. Il est certain qu'à cette époque, des cartes locales avaient déjà fait leur apparition, notamment en Égypte, en Lydie, au Moyen-Orient et à Babylone. Elles indiquaient des routes, des villes, des frontières ou des formations géologiques. L'innovation d'Anaximandre est d'avoir dessiné une représentation de l'ensemble de la Terre habitée par les hommes, distincte de la Terre comme entité cosmologique, et telle que les Grecs la connaissaient à cette époque. Une telle réalisation paraît tout à fait cohérente dans le contexte de l'époque. On a imaginé qu'Anaximandre avait dessiné cette carte pour trois raisons. 1. Pour la navigation et le commerce, Milet, riche cité très active vers laquelle convergeaient les informations géographiques, possédait plusieurs colonies et faisait également le commerce avec d'autres que les siennes, tant autour de la Méditerranée que de la mer Noire. 2. Pour les enjeux politiques, Thalès aurait sûrement eu la tâche plus aisée pour convaincre les cités-États ioniennes de se regrouper en fédération pour repousser la menace des Mèdes, s'il avait disposé d'un tel outil. 3. Par intérêt philosophique, le seul fait de pouvoir offrir une représentation de l'œcumène pour le bénéfice du savoir en justifie la démarche. Cependant, autant que nous puissions en juger, cette carte d'Anaximandre n'était pas destinée aux voyageurs ni aux expéditions de colonisation, et elle frappa l'imagination des géographes ultérieurs, qui insistèrent sur l'audace démiurgique de son créateur. Surtout, Anaximandre n'était pas un géographe mais un physicien au sens grec du terme,
c'est-à-dire un philosophe prenant pour objet de sa spéculation la nature comme substance primordiale d'où toutes choses sont issues et comme processus devenu à l'être. Son projet était donc d'élaborer un modèle